Le siècle serait-il venu pour que le bois fasse enfin sa révolution, après celle du béton au XXe siècle et celle du fer et de l'acier au siècle XIXe, ou bien s'agirait-il d'une énième jambe de bois à notre déficience collective en matière de développement durable? Une sorte de wood washing à l'image du greenwashing de ces dernières années, où on a voulu végétaliser les façades et urbaniser l'agriculture. Doit-on donner raison à l'écrivain Paul Brûlat, qui écrivait au début du XXe siècle « On détrousse au coin des lois, plus sûrement qu'au coin du bois ». Pour éviter la gueule de bois des matins qui déchantent, nous nous engageons à exclure de ce débat toute langue de bois. Pour en parler, trois invités. Marcel Chouraki, qui est donc le directeur général d'Adivois, Muk Untertrifaller, qui est donc un architecte autrichien, et Vincent Parera, également architecte. Nous allons donc commencer, donner la parole à Marcel Chouraki. Je vais juste le présenter rapidement. Vous êtes le directeur général de l'Association pour le développement des immeubles à Villefranche-Bois, qui a été créée en 2014. À ce titre, vous avez mis en place l'appel à manifestation d'intérêt lancé en 2016 sur 24 sites franciliens régionaux. Nous en connaissons désormais 13 lauréats, dont 2 sont déjà autour de moi. Demain, on en recevra une troisième. Les projets lauréats seront exposés à partir du 7 février à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Vous êtes ingénieur de ETP, donc des travaux publics, de formation, mais vous avez été entrepreneur dans le BTP et maître d'ouvrage. Vous avez donc 5 minutes pour nous parler d'Adivois. Très bien. Merci de votre accueil et je vais vous parler effectivement de l'association pour le développement des immeubles à Villefranche-Bois, donc que je représente. Vous en avez dit beaucoup. Effectivement, c'est une association qui a pour objectif de porter ce qu'on appelle le plan industrie du bois. Il y a une présentation. Le plan industrie du bois, en fait, c'est un plan qui est l'un des 34 plans de l'industrie du futur. Au début, c'était la Nouvelle-France industrielle, à l'époque d'Arnaud de Montebourg. Quand Emmanuel Macron a été donc ministre de l'économie, c'est devenu l'industrie du futur. Et le bois a été considéré comme un matériau qui ferait partie de ce qu'on appelle donc l'industrie du futur, donc un matériau pour construire la ville durable, donc ça s'inscrit dans la solution ville durable. Et Adivois donc porte le plan industrie du bois. Donc ce plan en fait il a été lancé par 2 industriels qui représentent d'un côté la construction, préfabrication traditionnelle en bois et d'autre part le monde de l'ameublement, de l'aménagement intérieur. Donc d'un côté Franck Matisse et de l'autre Dominique Weber qui est par ailleurs président de l'UNIFA. Et ce qui fait que dans le plan industrie du bois, l'idée, avec l'objectif de développer, d'encourager le développement et d'accompagner le développement de la filière bois, a été de dire pour mettre ce bois parmi l'industrie du futur, parmi donc des industries comme la voiture électrique, le satellite électrique, la médecine nucléaire, enfin tout ce qu'on imagine qu'on pense au futur, eh bien il va falloir construire pour lancer cette filière des immeubles de grande hauteur. Alors ce qui est important de dire, c'est que les immeubles de grande hauteur, ça n'est pas la finalité d'Adivois, bien au contraire. La finalité, c'est de faire des immeubles à Villefranche-Bois, donc avec une structure en bois, d'une part, et avec donc cette participation des architectes, des designers pour faire un cadre de vie en bois. Voilà, donc il y a vraiment ce double objectif. Une fois qu'on a donc mis en place ce plan, Adivois donc a pour objectif de dérouler ce plan et bien entendu, au-delà de la filière elle-même, l'idée c'est de se dire que ces immeubles à Villefranche-Bois sont une réponse aux enjeux de la planète. Donc les enjeux climatiques, les enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre,
Les enjeux démographiques également. Quand le plan a été lancé, l'idée c'était de se dire qu'à l'horizon 2050, même à l'horizon 2030, on aura 70% de la population mondiale qui vivra dans des villes. Donc on est dans un plan d'industrialisation et d'apporter une réponse verticale à la ville de demain. Donc l'industrialisation, c'est vraiment un point de départ. La grande hauteur, ça peut être une réponse demain, pas aujourd'hui, mais vraiment demain, voire après-demain, pour exporter le savoir-faire français et construire dans les villes, dans les métropoles qu'on verra se développer avec du bois. Voilà, donc le bois répond à plein de ces avantages que vous connaissez ou sur lesquels on reviendra. Et donc, j'avais 5 minutes. Oui, mais bon, je suis dedans. Pour donc lancer ce plan, Adibois a lancé, comme vous l'avez dit, un appel à manifestation d'intérêt dans lequel nous avons identifié 24 territoires. On a lancé un concours en 2017, je pense qu'on est un peu plus loin dans les slides. Voilà, donc l'immeuble à Villebois, donc construire de 10 à 18 niveaux d'ici 2030 et au-delà, donc dans les années suivantes. On va oublier la présentation. Donc, en tout cas, comme vous l'avez dit, ça a été lancé en 2014. 2015, on a eu les financements de la BPI. 2016, c'est l'année 1 du plan Industrie du Bois. Adivois, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière bois, d'une part, mais surtout l'ensemble des acteurs de l'acte de construire qui participent à la chaîne de valeur. Donc vous avez au sein de la gouvernance de cette association l'ensemble des acteurs, maîtres d'ouvrage, bien sûr, et là au sens large, des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs sociaux, des villes, des élus. Également, donc, au travers de plusieurs collèges, vous avez donc des industriels, des constructeurs, des bureaux d'études, enfin l'ensemble de tous les acteurs qui vont permettre le développement de ce plan. L'objectif, c'est de lever les freins, donc les freins culturels. Construire en bois, est-ce que c'est possible, oui, non, ça c'est un vrai sujet. Et au-delà, construire en bois, ça veut dire lever les freins réglementaires. Donc au sein de l'association, nous avons mis en place des commissions de travail avec des experts. Donc dans les membres, vous avez aussi des experts qui viennent du CSTB, du FCBA, des gens de haut vol qui sont dans les différents ateliers. Donc on a des ateliers par exemple sur la structure, on travaille sur les assemblages, la modélisation de la hauteur qu'on peut atteindre. Vous avez des ateliers sur l'acoustique, sur la sismique, sur l'enveloppe. Enfin, tous les sujets qui sont vraiment, sur l'incendie bien entendu, tous les sujets qui sont des points sensibles. Vous avez une commission sur l'architecture et le design, et bien d'autres, voilà, qui permettent donc de réunir l'ensemble des acteurs et de développer cette industrie du bois, l'industrie du plan, l'industrie du bois. Voilà. On a lancé donc en 2016, on a fait un document que vous avez peut-être vu, c'est un vadémécum des immeubles à Villebois qui définit le concept et qui synthétise de nombreuses études qui ont été faites au sein de l'association. Donc des études techniques, je répondrai à vos questions parce que c'est assez nombreux, on a compilé une vingtaine d'études, des études sur les besoins des utilisateurs, les besoins de la maîtrise d'ouvrage, sur le modèle économique, tout un tas d'études qui ont été synthétisées dans un document. Ce document a été un point de départ dans le cahier des charges qui a permis de lancer les concours en 2017. 2017, on a nommé les premiers lauréats dont vous êtes les représentants. Et aujourd'hui, nous sommes donc dans la phase suivante, qui est l'accompagnement des projets. On espère voir sortir prochainement. Voilà. De toute façon, nous aurons l'occasion d'en reparler durant la soirée. Donc, on va passer la parole à Luc Hinterkaifeller, qui est originaire du Vorarlberg, et qui est diplômé donc, de l'Université technique de Vienne, qui a fondé donc l'agence Dietrich Hinterkaifeller avec à Bregenz, qui est donc, on va dire, la capitale du Vorarlberg, et avec Helmut Dietrich en 1994. Aujourd'hui, vous avez 70 personnes à peu près au sein des agences, puisque au-delà de Bregenz, il y a également une agence à Vienne, à Paris, en Suisse à Saint-Gallien et en Allemagne à Munich.
et vous appartenez donc à l'école de Hugo Ralberg. Vous allez nous expliquer tout ça. Ce que vous pouvez peut-être faire, si vous voulez voir en même temps vos images, c'est peut-être de parler de vous, parce que comme ça, vous verrez au moins ce qui passe. Oui, ça marche. J'ai l'impression que c'était un petit peu handicapant. Non, les images sont automatisées. Bon. Vous pouvez commencer. Oui, comme Lionel a dit, je suis autrichien, mon français est mauvais. Je comprends beaucoup, mais je parle seulement un peu. Et éventuellement, je dois changer entre le français et l'anglais. L'anglais est plus mieux pour moi. Oui, comme Lionel a dit aussi, nous travaillons depuis 30 ans avec le bois, mais nous ne sommes pas des architectes dogmatiques en bois. C'est un matériau que nous aimons, mais ce n'est pas le seul matériau. Le choix propre des matériaux est très important pour nous et bien sûr le bois est souvent the right choice pour nous. Nous travaillons dans toutes les échelles, des projets très petits et des projets très grands, très différents dans tous les thèmes d'enseignement, des maisons privées, des théâtres, de complexes sportifs. Bien sûr, la maison privée pour une grande agence comme le nôtre, c'est un peu un problème économique, mais pour nous c'est très intéressant et c'est notre laboratoire d'essayer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ça marche maintenant? Oui, c'est ça, des maisons individuelles typiques pour nous dans le paysage. Le Vorarlberg est une région très avec beaucoup de paysages. Les villes sont petites. Les villages dans les montagnes, c'est le bois et les matériaux historiques là, bien sûr. Et je pense jusqu'à aujourd'hui, nous faisons autour de 250 maisons individuelles en bois, la majorité. Normalement, nous aussi, nous faisons le mobilier, toutes les cuisines, les tables, des chaises. C'est très important pour nous de faire tout pour un projet. Aussi pour des grands projets, nous faisons tout le mobilier mais vous voyez, le projet est très différent, ça dépend de du site. Le site est très important pour nous, la relation entre les bâtiments différents. Et c'est pourquoi nous n'avons pas un style. Tous nos projets sont différents, mais tout a une grande connexion avec le site. Nous faisons beaucoup de collèges, beaucoup d'écoles primaires, d'écoles maternelles, collège fameux en Vorarlberg. C'était un collège en Bretagne, à Bron. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons livré 6 projets en France. Lamballe, un autre collège est en cours au moment. C'est le gymnase à Lyon pour
ça, nous avons gagné le premier prix bois 2017. Des autres gymnases en Autriche. Aussi des concours perdus, c'est en or, vers Béthune. Un très grand projet à Munich en parc olympique pour l'université. Nous faisons beaucoup de bâtiments tertiaires. La lumière naturelle est très importante pour nous. Choses comme ça, adult playgrounds. Aussi tertiaire en Autriche, un siège pour une entreprise. La Danube, office pour bureau pour quelques entreprises différentes. Des supermarchés. Pour les pompiers. Une petite musée, un tour, 120 mètres, un village de vacances en Suisse. Des appartements pour faire du ski. Et c'est tout avec des pièces préfabriquées. C'est le grand avantage de faire avec le bois. C'est la préfabrication, la vitesse, la précision. Ce sont le premier logement avec 5 étages en bois dans les années 2001. C'était le premier bâtiment en Europe avec cette hauteur. Des logements en bois, au-dessus un supermarché. Nous avions une coopération avec Lidl pour faire quelques projets différents, Lidl, et en nos logements, en nos collèges, en nos quelque chose de différent en Allemagne, mais aussi des projets petits à la ville, c'est à Vienne. Et enfin, c'est le projet le plus nouveau à Toulouse, la cartoucherie. Merci. On a dû voir, je pense, passer l'école des beaux-arts de Nancy également. Ça n'est pas en loin. Non, je peux montrer aussi 50 projets sans moi. Bon, on va passer donc à Vincent Parera, qui est diplômé en architecture de Paris-la-Villette. Et à 32 ans, c'est en 2000, il crée son agence à AVP Architecture. Et alors je cite ce qu'on lit sur son site parce que c'est assez intéressant. Donc avec pour ambition de mettre en œuvre des projets emplis d'affect. La contextualité et la spécialité de ces projets s'appréhendent via la beauté des sens. Et il aime y détourner la vocation première des matériaux. Voilà, tout un programme. Je te laisse développer pendant 5 minutes. J'ai une assistance informatique au top. C'est pas moi. Donc difficile sans images, mais parce qu'on est trop habitué aux images. Alors donc, on est une agence parisienne et je rejoins un peu mon confrère. Sur le sujet du bois, c'est vrai que il y a eu un effet de mode pour
notre génération, même si ça fait une vingtaine d'années que ça secoue un petit peu dans les rouages sur le territoire français de pouvoir réfléchir en bois. Mais comme tout est fait de mode, il y a des nuances dans le bois. En fait, on aime construire en bois, mais on n'aime pas voir le bois. Voir le bois vieillir, c'est un peu dégueulasse. Un parquet en chêne non verni, c'est bien chez les autres, pas chez soi. Donc, pour ce qui concerne les maîtrises d'ouvrage, il y a toujours cette difficulté de vouloir des choses qu'ils ne veulent pas voir. C'est toujours un peu compliqué. Et quand on est architecte, il y a cette difficulté d'essayer d'apprivoiser un matériau qu'on connaît plutôt bien en France, mais qui s'est peu développé dans le monde contemporain. En tout cas, on va dire qu'aujourd'hui, aussi grâce à vos actions, les choses vont un petit peu se clarifier. Mais c'est vrai que c'est encore un produit nouveau, produit dans le sens de la construction à ossature bois, dans les immeubles collectifs ou dans les immeubles de grande hauteur. En France, ça existe peu, si dire réellement que ça n'existe pas. Les 2 seuls tours de 50 mètres qui sont en cours de construction, portés par des entreprises générales qui font plutôt du béton, ont eu la bonne intelligence d'avoir des filiales, de lancer des filiales bois en se disant qu'ils étaient quand même les meilleurs du monde en bois, avec les mêmes slogans du béton, mais pour le bois. Donc, c'est pas langue de bois, hein. On a dit qu'on avait caché. Donc ça c'est aussi intéressant parce que ça peut nous aider, nous architectes, et puis tous ceux qui développent du bois, de se dire que c'est un produit qui pourrait peut-être un peu changer la donne pour simplement un peu sauver le peu qui nous reste de cette planète sur laquelle on fait peu d'attention. Alors le bois est un outil qui emmagasine suffisamment de belles énergies pour le soigner et faire attention, mais à la fois planter des arbres un peu n'importe où, c'est pas ce qu'on fait de mieux pour la terre. Donc voilà, il y a ce jeu de la résilience qui est pas si évidente dans son usage au quotidien. Et à la fois l'architecture, c'est pas une architecture qui se fait en bois, c'est une architecture qui pense à l'espace, à la lumière, à l'usage, et que ça soit du bois, de la terre, du plâtre, du béton ou de la tuile. En fait, quel que soit le matériau, on a aussi cette capacité de pouvoir user des talents de conception ou concepteur d'espace pour travailler tout ce type de matériaux. Et pour nous, en l'occurrence, on fait, je dirais, on pratique aujourd'hui le bois depuis une dizaine d'années, pas avec un talent aussi important que mon confrère, puisque évidemment on n'a pas tout à fait les mêmes clients. Mais on essaye tant bien que mal à le mettre en place pour la structure, mais pas pour la vêture, ou bien pour la vêture, mais pas pour la structure. Et des fois les deux. En l'occurrence, pour le concours que nous gagnons sur Adivbois, c'est encore un sujet très particulier. C'est un petit mouton à 5 pattes. C'est un bâtiment qui se pose sur un pont du périphérique et on construit en module bois. C'est-à-dire on fait des sortes de caisses, de cellules préfabriquées, on vient empiler au gramme près pour que le pont du périphérique existant puisse résister à une charge suffisante pour construire une centaine de logements de chercheurs pour un bailleur parisien, qui est la régie immobilière de la ville de Paris. Donc voilà, il y a ce genre de sujet, mais bon, on ne peut pas le voir en image parce que trop bien équipé, j'aurais dû venir avec un poster. Mais voilà, on aime bien aussi ce jeu de détournement de ce que l'on a l'habitude de voir en bois, c'est-à-dire de la simple planchette en façade. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le bois? Le bois il est extrêmement riche, on peut travailler dans sa masse, on peut le travailler dans sa peau, dans sa feuille, et son application n'est pas obligatoirement directement en façade. Voilà, donc il y a ce jeu, je dirais, qui est soit intellectuel, soit culturel par rapport à nos différents clients, de pouvoir l'appliquer. Et c'est encore un lourd travail, en tout cas je trouve, moi qui suis maintenant les 2 pieds dedans, et puis mon confrère, ça doit être une blague pour lui, parce qu'en Autriche, on n'a pas vraiment les mêmes règles qu'en France. Mais en France, en fait, plus on avance, plus on interdit, plus on avance avec volonté de faire du bois, mais les règles, elles se durcissent pour construire en bois.
Donc ça c'est bien français. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les mêmes handicapés en Suisse, on n'a pas les mêmes incendies en Suisse, et on n'a pas les mêmes imbéciles en Suisse. On ne comprend pas. En France, c'est quand même, on a des cas spécifiques. Et donc ça c'est intéressant et on espère qu'avec cet organisme à Divois, on arrive à déclencher des verrous, à ouvrir des portes qui sont un peu entrouvertes dans des états d'esprit, mais c'est grâce à ces structures que l'on peut remonter, je dirais, au point clé qu'est le gouvernement, en fait, dans les articles de loi, pour nous permettre de pouvoir construire bien, avec des capacités qui ont été prouvées dans d'autres pays, voilà, mais qui en France bloquent encore un peu ces dispositifs. Nous on est là avec ces organisations, ces concours, l'impulsion de clients qui ont une vraie volonté de faire, et puis du politique qui a aussi son rôle à dire. Et nous, comme toi, comme plein d'autres architectes, on a un rôle à jouer maintenant dans cette application du bois, mais on pourrait dire la même chose pour la terre crue. On nous dit souvent, en France on construit depuis le 16e, enfin, en tout cas pour des bâtiments qui existent encore et qui sont très, très vivants, entre le 16e, 17e, 18e, avec des ossatures bois remplies de terre battue. On ne se pose pas trop la question de savoir si ça tient ou pas, on veut juste les préserver parce qu'on a une belle image de ce patrimoine que l'on a et qu'on veut préserver. Donc cette architecture vernaculaire, si on l'applique aujourd'hui dans le monde contemporain, elle est tout à fait possible, mais voilà, on a quelques rouages à délier et on est là pour ça, et ça c'est bien. Moi, la question, pour réagir à ce que tu viens de dire, c'est est-ce que finalement c'était pas plus facile il y a 10 ans qu'aujourd'hui? Parce qu'à l'époque, c'était presque pas folklorique. Enfin, disons, il y avait un côté, on innovait, donc je pense au collège que tu as fait à Saint-Denis, où finalement, bon, tu as pu t'exprimer sur la façade, etc., de façon finalement très libre. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore le faire? Je pense que ça dépend vraiment de l'interlocuteur que l'on a. C'est-à-dire, est-ce que c'est une ville ou est-ce que c'est un promoteur? Voilà. Le promoteur, soit il gare en propriété, soit il le revend, et il y a un problème de savoir à qui on remet les clés de ce bâtiment. Pour ce cas d'équipement public à Saint-Denis, c'est une ville qui commande un projet, enfin, c'est un concours, on le gagne, et c'est une construction de bois avec une vêture en bois. Et après, cette vêture, elle est un peu particulière. Et cette question du vieillissement de bois, qui n'est pas anodine en France, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Il y a 10 ans, on ne te parlait pas de faire vieillir du bois. Ce n'était pas une question récurrente dans l'esprit de chacun. On pouvait venir brûler du bois parce qu'il y avait un souhait ou des usages très pragmatiques à ce niveau-là, mais le faire pré-vieillir, c'était un peu bizarre. Le bois, pour monsieur tout le monde, c'est un bois comme son parquet en chêne de chez Mémé. C'est à peu près la même chose. Ce bois-là, grisé, c'est pas si évident quand tu achètes un appartement neuf de dire que demain ta façade peut être grisaille, enfin, tu vois, dans ce grisonnement-là. Mais pourtant, c'est la vraie nature du bois, aux UV, il vit, il est vivant, et donc il prend cette valeur-là. Cet équipement public avait plutôt cette valeur d'avoir cette transformation du bois, et puis c'était surtout un outil social, c'est ce quartier un peu complexe de cette ville. Voilà, donc je crois que les problématiques elles se posent suivant l'interlocuteur et quel est le but exact à qui tu transmets ce bâtiment. Est-ce qu'on peut savoir comment tous les trois vous êtes arrivés à travailler avec le bois et puis à vouloir absolument continuer à le faire? Puisqu'en fait vous avez des parcours, on va commencer avec vous. Alors je vais répondre à la question, mais je vais quand même réagir sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve que le bois, en fait, vous savez tous, il n'a rien de nouveau, on construit depuis des siècles en bois, et j'ai même envie de dire qu'en France, on sait construire très bien en bois. On construit de la maison individuelle, on construit des centres sportifs, l'expertise existe, on construit des immeubles sans aucun problème aujourd'hui, 6-7 niveaux, on en a construit récemment sur Paris. Et moi j'ai construit vous parlez de mon expérience, moi j'étais beaucoup dans le béton. Et j'ai construit des immeubles en béton qu'on pourrait dire être des immeubles en bois, parce qu'il y avait une façade en bois. Et j'étais aussi dans la maîtrise d'ouvrage, je vous l'ai dit, enfin vous l'avez dit. Et dans la maîtrise d'ouvrage, c'est vrai qu'on disait que ce sont des immeubles en bois. Mais maintenant que je suis dans la filière bois, je suis capable de faire la distinction. Et aujourd'hui, autant je pense qu'on sait construire en bois,
de manière tout à fait correcte, même si le marché du bois aujourd'hui, c'est quoi, entre 5 et 7%. On ne parle pas tout à fait des mêmes choses, on parle de la maison individuelle, des petits collectifs. Là, l'idée, c'est vraiment que le bois soit dans l'industrie du futur. Donc, l'idée, c'est d'avoir des bâtiments avec une structure en bois, que le bois soit à l'intérieur. Et c'est vrai que, ça c'est mon expérience de maître d'ouvrage, j'ai toujours vu le bois à l'extérieur comme souvent une contre-référence. Alors c'est un sujet un peu délicat quand on est face à des architectes, puisqu'il y a beaucoup d'architectes qui aiment avoir du bois à l'extérieur. Et maintenant je suis chez Adivois, c'est vrai que les architectes qui veulent mettre du bois à l'extérieur, soit c'est leur choix, c'est leur vision architecturale, mais dans le plan industrie du bois, le bois doit être d'abord à l'intérieur. Donc le problème du vieillissement, pour le coup, c'est plus le même. On parle plus de la même chose. Si on veut mettre du bois à l'extérieur, soit, mais à ce moment-là, on sait qu'il y a un problème à traiter. C'est le problème de l'entretien, de la durabilité, et on le traite. Ça se traite. Aujourd'hui, on peut traiter le bois. Voilà, donc je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que l'idée, nous, c'est d'avoir du bois à l'intérieur. Et là, on rentre dans le concept du vivre bois, un peu avec les images que vous avez montrées, où le bois, ça rentre dans l'ambiance, dans l'atmosphère, ça crée un nouveau cadre de vie. Donc le plan que je représente au niveau des bois, c'est plutôt cet aspect à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, c'est mon expérience de maître d'ouvrage et d'ingénieur du BTP, et plutôt du béton, qui me pousse à dire, effectivement, il y a deux sujets, et peut-être que le bois à l'extérieur est une contre-référence pour le bois à l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire que ce type d'argument, c'est presque des arguments de gens qui sont aujourd'hui dans le béton. De dire le bois vieillit mal à l'extérieur. Une contre-référence en France, parce que c'est pas une contre-référence en Suisse, même dans les Alpes. Oui, je pense que françaises, c'est une question de temps. Les années 80-90, c'était la même discussion au Vorarlberg, en Autriche aussi. L'usage du bois en extérieur. Est-ce que c'était l'usage du bois ou est-ce que c'était l'usage du bois, l'usage contemporain du bois? Parce qu'en fait, il y avait déjà tout l'habitat vernaculaire, c'est-à-dire les chalets qui étaient en bois, les étables, on faisait tout en bois à l'époque. Non, à l'époque, à Vorarlberg, les gens pensaient qu'un bâtiment en bois est un bâtiment deuxième classe. Tous les gens qui avaient le monnaie faire des bâtiments en béton, et ça change entre 10-15 ans au moment, par exemple, des maisons individuelles à Vorarlberg, la majorité en bois sont faites 47% par architecte. Dans les restes d'Europe, ce sont 2%, éventuellement 3%. Et tous ces bâtiments sont contemporains, modernes. Et tous les gens, ce n'est pas un problème pour la majorité des gens, ce n'est pas un problème pour les élus. Ici en France, il existe déjà beaucoup des élus et politiciens qui n'aiment pas le bois et qui n'aiment pas spécialement le bois à l'extérieur. Par exemple à Lyon, le maire ancien, le nouveau ministre Collomb, il n'aime pas notre gymnase, il était agressif. C'était une discussion avec lui incroyable. Et ça fait du temps pour to adjust, to get used to see this kind of buildings, and maybe in 20 years that's here it's as normal as it is in Vorarlberg. That just need some time to get the people used to it. Et alors, est-ce que c'est une question de génération à la fois de promoteurs et d'élus, où on trouve chez les jeunes élus et les jeunes promoteurs les mêmes freins? Oui, pour moi, on trouve à peu près les mêmes freins, mais à la fois, il y a avec
cette politique de mise en valeur du bois, qu'elle soit... alors en façade, on ne va pas dire qu'il y avait une volonté, mais je pense que vous le dites, il y a une volonté aujourd'hui de le retrouver dans sa structure, en fait, dans ses fondamentaux. Mais je pense que cette volonté qui vient aussi un peu des élus par rapport à leurs conseillers, à ce qui a été mis en place, par rapport à ce groupement sur avoir des matériaux dans leur usage et puis dans une vision un peu de résilience des matériaux nobles aujourd'hui. Je crois que c'est, je ne vais pas parler de générationnel, mais c'est générationnel vis-à-vis de notre époque. Voilà. Et pourtant, ça existe depuis des siècles, mais on ne se posait pas les mêmes questions. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, et encore aujourd'hui, on le voit sur les constructions de bois que l'on peut faire avec des promoteurs, où il y a une certaine clientèle qui, pour eux, acheter un bâtiment à ossature bois, c'est pas acheter un bâtiment de qualité. Il y a encore des moments d'hésitation entre les problèmes acoustiques, les problèmes de solidité tout simplement, et le béton. Enfin, on est quand même dans un pays de culture béton, hein, quand même d'après-guerre qui est assez marquante, mais on a un peu oublié le passé. Et donc je pense que ce dynamisme autour du bois ne peut faire que du bien dans ces données. Après, le fait qu'il soit à l'extérieur, après c'est toujours des histoires de goût, de style. Je pense qu'on part de l'intérieur, on part déjà d'architecture, et après que le bâtiment soit en bois, mais qu'il soit revêtu d'un autre matériau que du bois, c'est vraiment une question de volonté, puisque à la fois le permis est validé par un maire, et c'est le maire qui à un moment, dans la tendance du moment, traduira qu'il soit traité naturellement, qu'il n'existe pas, ou qu'il soit prévieilli, ou simplement... voilà. Ça, je pense qu'il y a encore un peu de temps là-dessus, mais aujourd'hui, on a des usages et puis des procédés qui peuvent mettre en valeur le bois aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Est-ce qu'on n'est pas dans la même phase qu'à l'époque où on a commencé à parler de l'environnemental, on construisait des cocottes minutes, hein, et puis aujourd'hui on s'aperçoit qu'on peut construire autre chose que des cocottes minutes en ayant des labels qui sont autant plus performants que le HPE initial. Oui, mais tu le trouves aussi bien en bois qu'en béton. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette problématique, elle peut s'appliquer à tout type de construction. Elle est sûrement plus vertueuse si tu le fais en bois, par rapport à ses procédés, sa mise en œuvre, son délai, son process. Il y a des choses très vertueuses, mais je dirais que la qualité environnementale ou l'objectif de performance d'un bâtiment sans aucune technicité de chauffage, de ventilation, avec un travail très pointu, en France en tout cas, il n'est pas encore complètement ancré. Il existe, il se met en application, mais c'est pas aussi développé, je dirais, que tu peux le retrouver tu vois, en Autriche, en Suisse, en Allemagne. Il y a une culture qui est vraiment intrinsèque à ses usages. Et nous, voilà, je pense qu'il faut du temps. Et après, c'est toujours une volonté, je vais le mettre entre guillemets, politique. C'est des gens qui prennent en main des situations et qui mettent en avant cette volonté de faire mieux, parce que de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut faire mieux. Oui, parce que là, pour l'instant, on a la volonté d'une espèce de label vertueux, enfin, qui ressemble plutôt à un label au bois dormant, et puis avec des décisions, enfin des freins qui sont à la fois réglementaires, techniques, marketing, non? Alors on est dans je crois que le mot-clé c'est le mot culture. C'est vrai que, par exemple, que vous dites qu'il y a des freins techniques, réglementaires, incendies, etc. Ça dépend de quoi on parle. Pour construire les bâtiments qu'on sait construire, ces freins ils ont déjà été levés. Donc le problème, c'est plutôt l'idée qu'on se fait d'une construction en bois. Si on considère qu'un immeuble en bois ressemble à du bois, c'est vrai qu'en France, on va à la confrontation, parce que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Ça plaît à certaines, aujourd'hui qui sont peut-être les acheteurs, les gens qui ont un certain niveau social et qui se font plaisir d'acheter une belle maison en bois où le bois est apparent. Mais d'une manière générale, on est dans un pays où la culture, c'est, comme vous disiez, le béton, même si finalement le béton, c'est assez, au niveau historique, ce serait presque une anomalie, quoi. C'est assez récent le béton. Alors que le bois, on a toujours connu le bois, et même dans l'haussmannien, on a du bois, on vit dans du bois, et ça choque personne. Donc la question, c'est comment on fait au niveau culturel. Je pense qu'il y a deux solutions. On veut aller
de front en disant bah voilà, on va faire des constructions en bois et on va avoir le bois, et là ça pose un frein, ou alors l'aspect culturel qui va permettre de faire la promotion du bois et de faire pénétrer le bois, ça peut être de se dire aujourd'hui la culture a changé, aujourd'hui la culture c'est le développement durable, il faut répondre à une nouvelle génération de bâtiments, il faut sauver la planète, et là c'est une porte d'entrée effectivement pour construire en bois sans pour autant se braquer sur la façade. Je dirais que la façade c'est presque un sujet annexe aujourd'hui. La question c'est comment on va stocker le carbone, comment on va réduire la couche d'ozone, et effectivement le bâtiment en bois est une réponse pour tous ces enjeux, dès lors qu'on considère qu'effectivement la forêt, le bois est un matériau renouvelable, dès lors qu'il pousse, qui permet lui-même de capter le carbone, on va stocker le carbone, on va le mettre dans les bâtiments, et là c'est un autre concept, c'est une nouvelle culture, et ça je pense qu'aujourd'hui la population est très demandeuse, très ouverte à cette vision du monde, où donc la culture c'est plutôt de se dire le bois c'est un matériau qui va permettre de construire autrement. Ça c'est un sujet. Après, alors je reviens peut-être sur Adibois quelques minutes, mais on a fait des études sur les utilisateurs, et le bois a une très bonne cote d'amour. On a fait une étude consommateur en fait, et on a demandé comme ça, partant de zéro, ce que les gens pensaient du bois. Et en fait, 14% des personnes interrogées, sur un échantillon qui représentait la population française, 14 personnes, donc en France, des personnes interrogées, ce qui est un très très haut score, a priori, enfin on part de zéro, hein, on ne donne aucune information, avaient un avis favorable sur le bois. Donc, les personnes qui ont fait le sondage nous disaient que c'était un score exceptionnel. Mais là où ça devient vraiment intéressant, et on touche à la culture, c'est que quand on explique ce qu'on peut faire avec du bois, quand on montre l'intérieur, quand on montre qu'aujourd'hui on est capable de construire en bois, que même si le bois, on en a une mauvaise idée parce qu'on n'a pas été éduqué à ça, on le voit grisé, à l'intérieur il peut avoir un bel aspect, et qu'on montre des images de ce que peut être le bois à l'intérieur, le score c'est assez impressionnant, il passe à plus de 60%. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème d'éducation, de formation, de culture, d'acculturation, et si on passe ce cap, avec montrer ce qu'est le bois, et montrer aussi que c'est un produit qui va permettre de résoudre des problèmes planétaires, alors je pense qu'on peut changer la vision de la construction et que le bois devienne un matériau noble du XXIe siècle pour construire autrement. Effectivement, le frein en Autriche sont les mêmes. Les règles sont très similaires en Autriche qu'en France. Mais les gens à l'autre côté sont différents, les contrôleurs techniques sont différents, l'expérience, bien sûr, est différente avec le matériau, mais les conditions, les règles, tout ça est très, très similaire en France. Les instruments sont là, seulement la mode du travail est différente. Est-ce que la question qui se pose, c'est est-ce que les entreprises sont aussi compétentes aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Bon, là, on voit les entreprises du BTP qui montent des filiales bois pour pouvoir prendre la main sur ce marché. Mais sont-elles compétentes? Y en a-t-il suffisamment? Et puis ça pose le problème tout de suite le problème de la formation générale. Est-ce que les architectes sont formés pour défendre des projets de bois? Est-ce que les ingénieurs, il y en a suffisamment? Parce que moi je connais à une époque, il y a Pascal Gontier qui nous racontait qu'il faisait appel à des BET autrichiens parce qu'il n'arrivait pas à travailler. Il n'y avait aucun BET en France qui était en mesure de pouvoir répondre à ses attentes. Oui. Moi je pense que en France on a une très bonne formation. Après on cible nos formations, on cible nos activités avec ce qu'on a pour réfléchir. Tu demandes à un ingénieur de réfléchir à une architecture bois, métal ou béton, il peut avoir un certain nombre de sensibilités, mais son travail de fond, il sait le faire. Après, c'est souvent, par rapport à peut-être un peu le décalage qu'on peut avoir, en tout cas nous, à notre petite échelle, c'est qu'on n'a pas des référents aussi probants que l'on pourrait avoir dans les pays du Nord. Mais pourtant ils existent. Donc le fait d'avoir l'Europe et qu'elle s'arrête
à la frontière du bois et qu'elle ne s'arrête pas à la frontière de vendre d'autres produits, c'est toujours un peu compliqué. Je pense que c'est lié à une économie, donc à une culture, ça c'est extrêmement évidente. Mais les architectes, tu as des formations aujourd'hui dans les écoles, elles ont toujours existé, d'avoir une spécificité, bois, métal, béton, enfin, chacun développe, je dirais, la ligne qu'il a envie de prendre en main. C'est-à-dire que, encore une fois, l'architecte, c'est pas un architecte pour construire en bois, on est architecte pour créer des espaces et de faire valoir des usages, et de s'insérer dans une ville, de réfléchir à la lumière, à l'ensoleillement. Bois, terre, alors après il y a quelques difficultés, si tu travailles en terre, en France, on est un petit peu restreint vis-à-vis de ça, mais il y a pourtant des écoles, l'école de Grenoble travaille depuis des années là-dessus, donc c'est vrai qu'on peut aller chercher des partenaires étrangers, mais c'est comme aller chercher un sociologue dans un dispositif de développement, de lotissement. Est-ce qu'il faut un urbaniste ou un sociologue? Tu vois, c'est à toi de peser un peu le pour et le contre là-dessus. Moi, je crois qu'on a tout le savoir. Il faut maintenant qu'on ait des actions clés qui montrent qu'on a tout à fait la capacité pour développer ce dispositif. Et alors, vous qui travaillez sur plusieurs pays, quelle différence vous avez repéré entre la France, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, au niveau à la fois du tissu industriel, du tissu entrepreneurial, est-ce qu'il y a des différences Oui, le niveau en Autriche et en Suisse est très similaire, très haut. En Allemagne, ce n'est pas très bon. Et jusqu'à aujourd'hui, aussi en France, l'expérience des entreprises n'est pas là. C'est normal. Mon problème, par exemple, en France, c'est que l'entreprise n'est pas protégée le matériau pendant construire un site. Notre collège au Lamballe, c'est fini, la structure est là, mais l'eau était pour 6 mois dans tout le bâtiment. En Autriche, toutes les pièces sont sous enveloppe protégée. Il y a notamment 2 ou 3 heures sans protection, et là, les entreprises faire les sites comme ça. On prétend que c'était 2 mois de pluie, 2 mois de pluie. Et maintenant, nous avons le problème. Toutes les pièces sont comme ça. Et ça c'est une matière d'expérience. Parce qu'il y a un autre paradoxe, je pense à l'Autriche. L'Autriche n'est pas autosuffisante en matière de bois, elle importe beaucoup. Non, l'Autriche importe beaucoup, je crois, en matière de bois. La matière première, elle est autosuffisante ou pas en Autriche? Non, il y a, mais le problème est il est plus cher. C'est moins cher d'importer du bois de Finlande ou de Russie, mais le bois est là. Ça dépend quel arbre. L'essence du bois. Quelques sortes d'arbres sont pas suffisants, mais le bois pour les structures, c'est là. Est-ce qu'il y a des innovations que vous avez repérées et vous pensez qu'elles vont faciliter votre travail de prescripteur du bois ou pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez repérées? Je sais qu'il y a par exemple Timothée Boitouzé qui travaille sur Woodoo, qui est le fameux bois translucide pour lequel il a eu un prix de MIT. Est-ce qu'il y a des produits comme ça que vous pensez qui vont
vous aider, vous avez oui déjà repéré en tous les cas, ou vous essayez d'utiliser Il y a beaucoup d'innovations, de produits, de la manière de fixer beaucoup de choses comme ça. Je ne pense pas que c'est important d'inventer c'est un gimmick dessin. Mais il y a toujours une grande possibilité d'améliorer le process, la manière de faire ça. Par exemple, le CLT, le KLH a révolutionné toute la manière de faire des bâtiments en bois. Avant, tout était fait avec le scolium and poutre. Ça change tout. Et je pense, dans quelques ans, éventuellement, il y a une autre manière qui est plus facile de faire des bâtiments. Et ça le travail de l'entreprise et de l'ingénieur et la discussion entre les entreprises, les ingénieurs, mais aussi les architectes est très important pour avancer avec des nouvelles technologies. Et ça, je pense, c'est une différence aussi entre le Vorarlberg et la France, que cette discussion en même hauteur entre tous les trois n'est pas la même chose ici. Mais c'est très, très important pour un résultat très beau et bon. Toi, de ton côté c'est vrai qu'il y a cette innovation avec le lamellé-collé, en fait, en soi, le CLT et le lamellé-collé. Mais je dirais que la vraie recherche que l'on doit, nous, ici faire, recherche ou innovation, c'est de réussir à construire en bois, tout simplement déjà. Et ça, c'est déjà faire de l'architecture, c'est pas facile. Faire de l'architecture en bois, c'est aussi un autre sujet, puisque tu évoquais sur le côté transversal, c'est-à-dire peut-être que dans nos pays voisins, la discussion entre l'entreprise, l'ingénieur et l'architecte, elle est sur une même ligne d'écoute. En France, c'est un peu différent. Mais elle va reprendre, je pense, son poids, puisque aujourd'hui, ils ont un peu besoin des architectes pour pouvoir mettre en place ce dispositif-là. Mais c'est vrai que toutes les innovations autour du bois, ou du moins les celles que l'on voit sortir, elles sont pour beaucoup portées par des entreprises par rapport à des difficultés rencontrées dans des sujets précis, donc évidemment accompagner l'architecte, mais il faudrait que tout ça, ça soit aussi une sorte de document, comme une sorte de patrimoine qui n'est pas gardé au sein d'une entreprise, mais qui est diffusé au sein de tous les acteurs pour développer la construction de bois. Donc je dirais que la première innovation, c'est déjà de partager, au lieu de se le garder pour soi. Tu vois, tu as des grandes entreprises qui développent aujourd'hui les projets bois, qui se déposent des ATEX, ou des avis techniques, mais qui ne les gardent que pour eux, pour développer sur un sujet précis, ou pour eux vraiment, pour pouvoir le développer ailleurs, donc sur une méthode précise. Et c'est pas ça de faire de l'architecture. On n'est pas dans du préfabriqué, on n'est pas dans l'après-guerre là-dessus. Donc voilà, il y a encore des carcans un peu à ouvrir, à déloger. Donc là où il ne faut pas non plus se tromper, c'est que le bois est une nécessité, et puis est un outil pour faire, alors c'est pas une obligation, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une innovation constante. L'innovation constante, ça veut dire que c'est un peu inaccessible. Tu vois, je fais ce projet parce que c'est une innovation. Non, je fais ce projet parce qu'il y a une nécessité de le faire.
Quand tu parles avec nos confrères étrangers du Sud, tu leur dis mais pourquoi tu ne construis pas en bois? Le bois, j'ai pas l'argent pour le bois. Je te fais ce que j'ai besoin de faire avec le matériau que j'ai. Par contre, c'est aussi valorisant en architecture que nos projets à nous. On a du bois, la technique, l'argent, les financements. C'est là où il ne faut pas trop se tromper. Il y a l'architecture et puis après il y a les besoins. Donc il y a ces sujets sur le développement de matériaux qui emmagasinent du carbone et qui ont une nécessité pour le bien-être du quotidien, puis le bien-être des gens à l'intérieur de leur logement ou de leur équipement pour travailler, etc. Parce qu'il y a toutes ces capacités aujourd'hui de faire. Il y a cette innovation qui est un peu aujourd'hui problématique au niveau de la technique, pas de la technique de construire, mais il y a une réglementation. Les réglementations feu, les réglementations thermiques, les réglementations incendie, feu, thermique, il y a un jeu acoustique, mais déjà dans cette technicité-là, de le bâtir, on sait le faire, ça se fait ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas chez nous. Voilà, je pense qu'il y a ce beau sujet d'innovation, et qui ne peut pas être ciblé uniquement, on fait du bois donc c'est innovant. Alors, on peut le prendre, mais après il faut faire le lobbying qui est nécessaire pour mettre en place des bras de levier en fait. Parce que le coût du bois est plutôt dû à l'insuffisance de son recours actuel et que ça va baisser plus on l'utilisera, ou est-ce qu'il est forcément plus cher? Alors, on est sur l'innovation et du coup on parle de coût. Oui, puisque... Alors déjà, on pourra parler du coût, mais sur l'innovation, je pense que le fait de construire en bois, c'est innovant. On n'a pas forcément besoin d'avoir des matériaux innovants. Le bois, on développe des matériaux biosourcés, etc. Le bois, c'est un matériau 100% biosourcé. Donc, construire en bois, c'est innovant. Après, je pense qu'il ne faut pas forcément chercher l'innovation sur des projets qui sont déjà innovants. Je m'explique. Quand on voit, par exemple, que sur un projet dit innovant, parce qu'on construit en bois, on veut ajouter des sujets sur lesquels on va avoir besoin de déposer des ATEX, etc. Là, on se complique vraiment la vie. Pourquoi? Parce qu'il existe beaucoup aujourd'hui de solutions qui existent et qui ne sont pas forcément connues. Et là, on revient pour le coup au sujet de la formation. Donc notre rôle chez Adivebois, vous parlez de partager la connaissance, c'est déjà de mettre à disposition cette information. Donc, et cette information, ça va très loin, ça va jusqu'à échanger avec les représentants des bureaux de contrôle. Parce que les gens qui sont dans les bureaux de contrôle, ils ont à peu près la même formation que moi, c'est-à-dire du béton. Donc quand on leur demande de contrôler un projet en bois, il faut qu'ils se retournent vers leurs référents bois. Et les référents bois, ils ne sont pas très nombreux. Parce que vous disiez, les architectes, en fait, on a appris à construire un bâtiment, peu importe qu'il soit en bois, en béton ou en acier, on est architecte. Chez les ingénieurs, on a beaucoup appris en France à construire en béton. Il y a heureusement vraiment des très bons experts dans le bois, mais c'est des gens qui ont été formés dans les écoles d'ingénieurs du bois, ils ne sont pas si nombreux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une demande forte dans les écoles dites généralistes, qui ont toujours enseigné du bois, d'enseigner le béton. Donc, les ingénieurs, ils n'ont pas à faire du calcul de structure, mais ça, c'est une chose. Passer au bois, ça s'enseigne. Aujourd'hui, il faut savoir, et on le sait parce qu'au niveau d'Adivebois, on a créé une commission sur l'enseignement et la recherche, parce qu'on a vu qu'il y a vraiment ce problème de formation. Il faut savoir aujourd'hui que des écoles comme les Ponts et Chaussées, Centrale et l'ESTP, vraiment les écoles je ne dirais pas de référence parce qu'il y en a d'autres, mais en tout cas qui historiquement sont connues pour la construction en béton, se mettent à former leurs ingénieurs au bois. Donc il y a ce sujet du bois. Donc former des ingénieurs, les bureaux de contrôle, etc. Et pour ça, avant de lancer des ATEX assez complexes, déjà leur expliquer comment on construit en bois. Il y a énormément d'études qui ont été faites, qui sont mises à disposition chez Adivebois, qui ont été annexées à notre Vadémécom. Donc il y a vraiment beaucoup d'informations. Le problème, c'est qu'il faut la diffuser et il y a des gens qui ne la connaissent pas. Donc dans les bâtiments démonstrateurs, notamment dont on parle au sein d'Adivebois, on a des groupes d'experts et la première sonnette d'alarme qui tire quand ils expertisent les bâtiments, parce qu'on est là pour accompagner, c'est de dire vous êtes déjà très innovant de construire en bois. Donc construisez en bois avec le corpus de texte qui existe. Et il y a beaucoup d'informations, encore faut-il bien l'utiliser à bon escient. Donc innover, ça ne veut pas dire inventer de nouvelles choses, ça veut dire déjà bien utiliser ce qu'on sait faire pour construire des bâtiments innovants par définition, parce qu'on n'a pas l'habitude de construire en hauteur. Et au sein de l'association Adivebois, l'innovation, c'est déjà de bien calculer les structures en bois.
et on a fait des modélisations. Avec l'information dont on dispose, si on se concentre sur les assemblages, par exemple, on peut monter à des niveaux qui dépassent les 30, enfin, à des hauteurs qui dépassent les 30 niveaux. Hein. On a démontré qu'avec du poteau-poutre, on arrive à 25 niveaux, 30 niveaux en CLT, et 35 niveaux si on fait une structure en exosquelette. Donc, aller vers la hauteur, les ingénieurs savent le faire. Encore faut-il bien calculer ces assemblages. Donc, le sujet, il est plutôt là. Au niveau de l'incendie, alors évidemment, il y a un problème réglementaire. Ça, c'est un sujet qu'on traite. Il peut y avoir des textes dérogatoires. On est dans des bâtiments innovants, donc on a la chance d'avoir la possibilité de demander des dérogations parce qu'on est soutenu par les pouvoirs publics, on est en lien avec les pouvoirs publics. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Acoustique, j'ai envie de dire que l'acoustique, c'est un vrai sujet, mais le problème du passage du bruit entre deux niveaux, qu'on soit au 2e, au 3e, au 15e niveau, le problème, il est à peu près le même, quoi. Donc, et on sait construire à 2 niveaux. Donc aujourd'hui, le problème de l'acoustique, c'est pas une innovation en soi. Il faut bien savoir utiliser le corpus qui existe. Et alors là, c'est là où on va au-delà, c'est qu'on fait des essais, et c'est les travaux qu'on mène actuellement. On fait des essais, on utilise effectivement la chance d'avoir ces nouveaux démonstrateurs pour mettre des essais et les partager. Donc vous parliez de partager l'information. Notre objectif, c'est que ces textes, ces corpus, ces essais, ces études soient diffusés et qu'elles soient d'intérêt général. Ça veut dire que Adivua va financer des essais, des projets, enfin sur des projets, mais on ne financera que ce qui est d'intérêt général. Donc toutes les solutions dont vous parliez, qui sont des solutions propriétaires, c'est pas pour nous ça qui permettra à la filière de se développer. Donc voilà, notre mission, c'est un peu ça. Et donc l'innovation, pour y revenir, elle passe par l'utilisation de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est connaissance de l'environnement, formation des acteurs. Alors maintenant, on finit peut-être, pas fini, mais je glisse sur le sujet des coûts. Sur le sujet des coûts, alors aussi, on a travaillé sur ce qu'on a appelé le modèle économique de la construction bois. Pour faire court, ce qu'on dit généralement, c'est qu'il y a un surcoût quand on construit en bois. Environ 7%, c'est ce qui se dit. Bon. Certains disent ça. Il y en a d'autres qui disent pas tout à fait ça. Il y en a d'autres qui vont nous dire ça dépend comment on travaille. Alors c'est un sujet un peu délicat, mais compte tenu d'un échange que j'ai eu juste avant, mais une des réponses pour maîtriser le coût, ça pourrait être, en tout cas c'est ce qu'on pense, la conception-réalisation. C'est-à-dire on réunit les acteurs, les architectes, les entrepreneurs, les bureaux d'études, on les met autour de la table et certains maîtres d'ouvrage disent, pas tous, vraisemblablement, disent qu'on peut arriver à construire de manière performante. Ça, c'est l'aspect coût. Mais, pour ne choquer personne, on va dire qu'on sait qu'il y a un surcoût au coût de construction. Après, si on raisonne en coût global, alors, si on raisonne sur la durée de vie d'un immeuble, on arrive à des coûts globaux équivalents à ce qu'on pourrait avoir avec d'autres matériaux. Sauf que si dans le coût global on intègre les notions d'ACV, ça va être de plus en plus le cas dans les années à venir, hein, c'est-à-dire le bilan carbone des projets, les choses vont évoluer. Donc le coût, c'est pas si simple. Dans l'étude qu'on a faite au niveau économique, on a identifié 4 périmètres. Donc, j'ai parlé du premier périmètre, le coût de construction, plus 7,8%, le coût global à peu près équivalent. Ce qu'on pense, c'est que dans les années à venir, le modèle va changer. Donc il y aura un troisième périmètre qui est, et là on voit à l'intérieur, l'aménagement intérieur. Ça veut dire que peut-être qu'en construisant en bois, on va pouvoir intégrer cet aménagement des bâtiments. Et donc là, le coût, on voit les choses encore différemment. Il y a un quatrième périmètre. Donc ces études, on les a faites avec des gens qui ont travaillé sur la téléphonie mobile, enfin sur le modèle économique de la téléphonie mobile, de la voiture électrique, etc. Ils ont identifié un quatrième périmètre. Donc ça peut être dans les années prochaines, mais ça peut venir assez vite, où on vendra du service. Et là, si on intègre ce troisième et ce quatrième périmètre, le coût, on ne le voit plus du tout comme on l'imaginait si on se cantonne au coût de construction avec un surcoût de 7%. Donc c'est vrai qu'il faut élargir la vision, il faut qu'il y ait de la formation, il faut que les choses évoluent, mais je pense que c'est un peu la tendance qui se profile. Et la question, c'est d'être conscient de toutes ces évolutions, parce qu'en France, on y travaille, mais si on n'y travaille pas en France, c'est ça qu'on y travaille dans les autres pays, je pense. Voilà. Non, c'est comme ça. Voilà. Moi, je vais faire 2-3 remarques quand même par rapport à tout ça. Parce qu'on est vraiment
toujours intéressé, quand on sort de l'école et même quand on fait une carrière, on a envie de toucher à plusieurs matières. Il y a quand même des cultures. On finit par des cultures techniques en tant qu'architecte, sachant qu'on fait appel à des bureaux d'études, mais on a aussi nous-mêmes une culture qui se développe à travers nos chantiers. Et la culture bois, elle n'est pas si facile que ça à acquérir, elle est assez complexe. Quand on travaille, normalement en France, c'est une culture du béton. Après-guerre, les bétonneux ont pris le marché, il faut bien dire. On parle du bois, mais pour la charpente métallique, c'est pareil, on fait assez peu de charpente métallique en France. C'est vraiment, on travaille très souvent quand même en bois. Et le bois, ça demande quand même une culture d'approche du bâtiment, dans l'orientation qu'on a parlé, qui est quand même beaucoup plus savante quelque part, parce qu'on passe par des complexes souvent. Le béton, c'est le one mass pour l'acoustique. On sait qu'on a 21 cm de béton, on a résolu quoi. Même si à travers les techniques, ça passe. Mais vraiment, la masse. Dès qu'on passe sur des complexes, que ce soit d'ailleurs du métal ou que ce soit du bois, il y a un travail de compréhension comment c'est le complexe qui aboutit effectivement à la performance. Et ensuite, dans la réalisation, il faut avoir des entreprises aussi compétentes qui comprennent que c'est l'ensemble du complexe qui doit être validé. Alors quand on a eu du béton, on a mis 21 cm, après derrière, normalement, on a déjà réalisé. Il y a vraiment la question de culture qui passe par la conception, par les bureaux d'études et par les entreprises en mise en œuvre, qui change quand même beaucoup de choses. Après, il y a autre chose qui a fait quand même beaucoup de mal au bois en France. Et là-dessus, je peux comprendre que le bois, ça sert à la structure, enfin ça peut être autre chose qu'une expression architecturale, mais c'est vrai qu'on a envie aussi des verres de bois pour exprimer cette matière noble, cette matière vivante, etc. On parle jamais de matière vivante. Et moi, je vois les photos que vous avez montrées, elles sont magnifiques. Elles sont dans aussi des sites, pour beaucoup, pas toutes, mais des sites aussi très protégés, où il y a effectivement une érosion du bois qui est quasiment naturelle. Moi, je me souviens de l'américain Moore, qui faisait des maisons en bois sur les côtes californiennes. Tu vois ce que je veux dire? C'était magnifique, qui était toutes grisées. Au bout de 3 ans, le bois était entièrement grisé, mais tout était grisé de manière naturelle. C'est comme si on avait sablé quelque part le bois. Voilà. Quand on voit ce qui se passe quand on fait toutes les belles réalisations qu'on fait les revues, parce qu'il y a quand même un effet de bois quand même, qui s'est quand même passé maintenant depuis 5 ou 6 ans, allons voir derrière, en site parisien, en fait, enfin, je ne parle pas des grandes villes, dans les métropoles, avec les questions d'agression de climat qu'on a, parce qu'on a quand même des airs qui sont très très agressifs, on a aussi des bâtiments qui vieillissent très mal. On explique à un maître d'ouvrage que le bois vieillit, naturellement. En fait, c'est pas ça. On a une façade qui est complètement noire, une façade qui est grise, une façade qui reste à l'abri, qui reste dans sa couleur d'origine. Et c'est très compliqué, effectivement, de l'accepter pour nous, et donc de faire comprendre que le maire ne le comprend pas. Moi, je vois la ville de Bordeaux, j'ai visité quelques jours sur la ville de Bordeaux, avec l'association maîtrise d'ouvrage, et on a visité le quartier Ginko de Bordeaux, dont les premières réalisations ont été beaucoup réalisées en bois. Aujourd'hui, la maire de Bordeaux dit « stop, on arrête ». C'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il constate, et le maire il gère sa ville, donc politiquement, comment ça passe, comment il reçoit la chose. Donc c'est pas des positions, il gère simplement effectivement les choses qui se perdent. Et je pense que moi je souhaiterais par exemple faire plus déjà dans un premier temps de parler en bois, même si j'ai bien compris que ça ne va pas la clé. On a assez peu d'informations sur effectivement la manière dont on peut avoir, c'est mon parent, je ne sais pas comment tu fais pour aller chercher le bon bois qui va bien aller au bon endroit, etc. Encore une fois, en ayant conscience que ça va vieillir, mais en anticipant réellement de la façon dont ça va vieillir. Le bois habité, tout le monde connaît le bois habité qui a été fait à Lille, il y a un très bel ensemble qui est réalisé chez le Parquet d'Archi, mais qui a fait toutes les revues aussi. Pareil, qui passe 3 ans après, 4 ans après, ça a vraiment pris un vrai coup de vieux, quoi, je veux dire, par rapport à la qualité. Et c'est pas le fait de la qualité, c'est le fait que je pense que tout le monde n'attendait pas ce vieillissement-là. On attend le vieillissement du vieux chalet qui existe sur le pan, qui est complètement gris, etc. Très sincèrement, dans beaucoup d'ouvrages qu'on voit dans nos milieux, moi je parle d'un milieu métropolitain, on est d'accord, hein. Si je construis en Corrèze ou si je construis à la Pointe du Raz, là peut-être que je vais pouvoir faire effectivement autre chose. Mais en la réalité, on construit quand même beaucoup, on a un pays très dense, on a des grosses métropoles, et on construit dans des endroits où il y a une vraie pollution, des pluies acides qui tombent et tout ça. Et ça, par rapport à ça, ça pose vraiment cette question, effectivement, de l'histoire architecturale, comment elle peut vieillir, et qui fait qu'on peut avoir aussi des disciplines d'autocensure sur l'utilisateur, en disant, je ne vais pas prendre. Malheureusement, on accepte plus, c'est dans la culture des gens, un enduit vieillit aussi mal, hein. Un enduit comment dire, parce que malheureusement l'enduit aussi en France, et pour des questions de coût,
c'est une question de coût. Hein. Je veux dire, très souvent employé dans le bâtiment, malheureusement. Je veux dire, ça vieillit aussi mal. 7-8 ans après, lui, il est dégueulasse, on a du mal à le gérer. Mais c'est admis dans la culture parce que c'est la pierre qui vieillit. C'est la pierre avec son calcin, ça se traduit avec des enduits dégueulasses, je veux dire. Mais du bois, comme il y a une plus-value quand même, quand on met du bois, c'est dans un sens de plus-value. Plus-value durable, justement, matériau naturel durable. Et donc, l'effet tranchant, il est assez saignant parce qu'en fin de compte, le retour, des fois, il est quand même un petit peu compliqué. Je pense pas qu'on puisse réduire tout le bois du Parlement à la conception de la ville. Je pense qu'en France, on n'a pas une culture de la conception de bois et qu'en tant qu'architecte, le bois c'est un matériau génial, mais qui ne pardonne pas quand vous avez un mauvais discours, que vous n'avez pas achevé le détail. Même emploi Albert, si vous ne traitez pas bien votre problème à l'eau, des traces, elles sont noires, c'est pas de la l'acide. En fait, je pense qu'en France, on manque aussi un peu de savoir-faire en conception de bois, de façon à ce que déjà, on parlait des essences, en fonction qu'on soit au bord de mer, on sait qu'il y a le salon pas, en fonction de l'exposition au vent. Voilà, c'est un choix dans l'essence, la façon dont vous dessinez pour traiter l'eau et la pluie, ça a son importance. Et puis vous citiez Bordeaux, Alain Juppé, il n'a jamais fait un travail de bois, il adore la pierre, et ça restera. C'est pas la faute de bois, c'est Alain Juppé du bois, il a toujours aimé la pierre, c'est quelque chose qui tient. Aujourd'hui, on demande à Bordeaux de faire du bois avec une façade pesante, il aimerait qu'on accroche de la pierre au bois. Non, mais très sincèrement, j'entends qu'il y a des quartiers récents qui sont faits à Bordeaux, il y a du bois sur le cas de Chico, il y a du métal, Michelin développe tout un quartier en bois, en métal, etc. C'est pareil, bon, il y a des arrêts aussi parce qu'il y a des limites à chacune des constructions. Le bois, j'entends bien qu'il faut faire attention à l'écoulement des eaux. L'enduit, c'est encore pire. Hein. Je veux dire, on vit tous effectivement le malheur des enduits, quand on n'a pas jamais l'écoulement des eaux, et c'est beaucoup plus vite, repérable. Non, le bois, c'est qu'on a des effets d'empreinte par rapport aux expositions quand même des intempéries qui sont très marqués sur des parements complets. Parce que je ne parle pas des écoulements d'eau, je parle des bois qui ne vieillissent pas, parce qu'il y en a qui sont plus ventilés que d'autres, d'autres qui sont à l'ombre de la lumière. C'est de la conception, ça, ventilé ou pas ventilé. Non, c'est aussi des questions. Très sincèrement, c'est des questions d'ambiance urbaine. Je veux dire, ça, c'est une réalité. Je veux dire, ça, enfin, je pense que là-dessus, je suis sûr. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas nécessaire qu'un bâtiment en bois doit avoir une façade en bois. À Bordeaux, pour moi, le contexte est très important aussi. Je comprends ça, mais c'est vrai qu'aussi on a aussi l'attirance dans l'expression de la qualité. Après, c'est pas une obligation, mais après, c'est pareil, les modes constructifs. Bon. Il y a le CLT, il y a aussi le bois aussi, en vrai, ça a émergé avec le précote. En fait, quand les Américains ont fait tout leur système en précote, il y a eu beaucoup de bois qui a commencé à se construire, notamment la maison et tout ça, et c'était le précote qui faisait qu'on construit, maintenant c'est le CLT, mais le précote le faisait aussi, et on faisait quoi? On faisait un enduit sur la maison, enfin ce que faisait tous les journalistes. Bon, en fait, en France, on n'a quand même pas le même rapport à la pierre. On a un rapport à la pierre, moi, je veux dire, c'est que les gens ont quand même un rapport à la transmission du patrimoine. Ce qu'on peut avec tous les Américains. Les Américains, je veux dire, ils vendent leur baraque, ils vendent tout le mobilier avec, ils font autre chose, je veux dire. Donc, que ce soit en break-up, ils s'en foutaient. En France, c'est toujours cette question de la transmission quand même qui est quand même très prégnante. Et donc, si on fait un bâtiment en bois, c'est vrai que si on le fait en break-up ou en comment dire, ça. Autant avoir une structure, autant avoir des éléments de bois qui le montrent. C'est ce qu'on va montrer. C'est quand même plus des maisons qui montrent du bois en structure, en parement intérieur, en parement extérieur. C'est même ce qu'on voit, effectivement, ce que vous montrez. On a envie de ça. Là, il y a une valorisation, on a envie de changer effectivement de technologie, parce qu'effectivement, il y a une vraie valorisation. Si on fait que un système de type break-up ou séminaire, je veux dire, parce que maintenant, c'est effectivement le système maintenant de système de la mêlée, bon. Et pour aller mettre du placo-plâtre à l'intérieur, et puis à nouveau une façade éventuellement nouveau à l'extérieur, bon, ok, on aura fait du bois, mais je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on cherche. Enfin, je ne sais pas si c'est le débat de ce soir, mais on voit ça. C'est pas ce qu'on a fait en tout cas sur les photos. D'autres questions dans la salle ou d'intervention? Oui. C'est pas une question, c'est juste en termes de notion
s'approprier des matériaux à travers un territoire et aussi de mettre en avant la richesse d'un territoire, d'un paysage, et que pour toutes les questions d'intempéries, de vieillissement, je pense qu'il faut plus penser à la mixité des matériaux et de mettre en avant la pierre, l'empire, l'or, la pomme, pour parler là-bas des matériaux nobles qui font la spécificité de notre territoire, et d'apporter justement le bois en termes de complémentarité pour innover à travers justement lorsqu'on parle d'innovation. L'innovation aussi, c'est le tissage de culture à travers les matériaux, et je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut aussi réinventer l'architecture à travers toutes ces propositions, parce que les propositions assez intéressantes, comme disait Mademoiselle, le bois, ce qui est important, c'est l'essence, sa propriété, et qu'on ne peut pas prendre un bois, l'intégrer dans un territoire de la côte du vent, et qu'il faut prendre en compte cette notion-là de la même façon qu'un paysagiste à Paris va intégrer des plantes dans un endroit où c'est protégé par le vent de telle ou telle plante. Et les maisons, je pense qu'il faut les réinventer. Quand on parle d'innovation, c'est aussi de cette façon-là qu'il faut se pencher sur la construction des maisons. Complémentarité à travers justement les essences des territoires-là. Moi, je vous suis complètement sur la mixité des matériaux. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut le bon matériau au bon endroit. Donc on peut très bien avoir pour des descentes de charge des retombées de poutres, de l'acier dans un rez-de-chaussée. De toute façon, les fondations et le rez-de-chaussée, il est en béton en général. Avoir un noyau en béton, ça ne nous choque pas, ça permet de contreventer, ce qui n'empêche pas d'avoir une structure bois visible en plus. Donc je pense que l'innovation, ça passe aussi effectivement par le bon matériau au bon endroit. On aura bien avancé. Dans ce sens-là, moi je voulais savoir s'il existe, si on a déjà été fait, des simulations, parce que là, au niveau informatique, on a vraiment des moyens hyper puissants. Donc au niveau de tout ce qui est acoustique, thermique, etc., est-ce qu'on a été testé des mélanges des matériaux, des mixités dans l'architecture? Par exemple, le mot porteur est plancher en bois, c'est un bâtiment éternel. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà des Alors, on le fait, logiciels bien avec sûr. aider à support des calculs Alors, on parlait d'innovation. Je pense qu'en termes d'innovation, le bois est très en avance au niveau BIM. Parce que ça fait partie de la culture et autant il y a des métiers où le BIM c'est une contrainte qu'il va falloir adopter pour se développer, autant dans le milieu du bois, tous les charpentiers travaillent avec le BIM depuis toujours, et donc là il y a une avance. Compte tenu de cette donnée, on a fait des modélisations, donc ça répond à votre question, on en a fait, effectivement, et on a des maquettes numériques qui ont été d'ailleurs mises à la disposition qui sont partagées au sein de la communauté, qui permettent, donc, qui ont permis de montrer, justement, je disais qu'on montait jusqu'à 35 niveaux, on a fait ces maquettes numériques, donc on sait le démontrer ça. Alors, ma question était sur la possibilité, sur la facilité d'utiliser un logiciel quand on utilise des matériaux différents. Parce qu'on a beaucoup pour le béton, on a beaucoup pour le bois, mais est-ce qu'il existe la possibilité de calculer une structure, une architecture qui utilise différents composants, différents... Je vais juste vous donner un exemple récent, un immeuble qui vient d'être livré à Paris, qui est 62 rue Oberkampf, qui est fait par une jeune agence qui s'appelle Barreau Cosaco. Vous avez une façade en pierre de taille, dont on a optimisé la dimension des trumeaux par rapport en fonction de l'épaisseur. Après, on a des planchers en CLT, puisqu'en fait, ça permettait de limiter la portance sur la façade. Et après, on a une isolation à base de béton de chanvre.
Voilà. Bon, donc je veux dire, c'est une toute jeune agence qui a fait ça avec Paris Habitat. Paris Habitat avait des scrupules, mais les avait nommés lauréats et ils ont obtenu, enfin, ils sont rentrés dans le budget. Il n'y a pas eu de dépassement et en fait tout a été optimisé. Bon, voilà, donc c'est le système. Et je pense qu'il y a, enfin, la mixité, bon, effectivement, des matériaux, elle est historique. On a toujours utilisé plusieurs matériaux ensemble. Bon, ce que je vous propose, c'est, comme il y a un petit cocktail après, c'est qu'on se retrouve tous au cocktail. Vous pourrez poser des questions les uns aux autres. Je vous remercie de votre attention et je remercie nos 3 intervenants.